Super. Donc oui, aujourd'hui, je vais vous parler un peu de la migraine, un petit peu des céphalées de tension et de l'ostéopathie. Comme l'a dit Sabine, hein, moi je suis ostéopathe de formation, puis après je suis parti faire un doctorat dans la migraine et depuis maintenant un an et demi, j'ai quitté carrément l'ostéopathie pour me consacrer à la recherche sur la migraine dans un laboratoire INSERM à Clermont-Ferrand. Donc on va essayer de faire le lien avec tout ça, on va revoir quelques bases sur la migraine. Je vais aller assez vite parce que bon, vous connaissez quand même déjà beaucoup de choses. Si jamais il y a des questions, après, n'hésitez pas à m'interrompre. Donc, la migraine, hein, vous le savez, hein, 20% de la population, l'ANSES en 2015 a déjà publié comme quoi la migraine était la seconde pathologie la plus invalidante au monde. Elle se trouve juste derrière les douleurs lombaires. Il n'y a qu'aux États-Unis où elle passe en 5e position et encore, elle gagne du terrain là maintenant, du fait justement de l'obésité qu'on trouve dans ces pays-là. La migraine, donc vous le savez, elle évolue en fait par phase et c'est ce qui fait toute la complexité en fait hein, pour diagnostiquer cette pathologie. On n'est pas du tout sur une céphalée commune. En fait, la céphalée, le mal de tête, est en fait un symptôme seulement. Et encore, on a des migraineux qui n'ont même jamais mal à la tête, ça arrive. Parmi les phases, la première s'appelle les prodromes, hein, où tous les migraineux peuvent le dire. Vous allez ressentir en fait des altérations au niveau de la fatigue, au niveau d'une faiblesse musculaire, au niveau des fois de l'humeur, hein, de l'irritabilité, etc. Et en fait, tous ces systèmes sont le signe en fait qu'au niveau du cerveau, il existe un dérèglement. Et on va en parler un tout petit peu après pour comprendre après comment l'ostéopathie peut agir ou pas. Mais effectivement, il y a un petit dérèglement au sein du cerveau qui fait qu'à un moment donné, suite à des facteurs déclenchants, donc chez tous les patients, ils peuvent être différents, l'altitude, le stress, les hormones, sont des choses qu'on retrouve assez fréquemment, l'alimentation aussi, j'en passe. Ces facteurs déclenchants vont entraîner au niveau du cerveau une activation qui fait que derrière, vous avez la phase de prodrome qui va progressivement s'installer. Je vous expliquerai aussi rapidement tout à l'heure comment on arrive ou pas sur la phase de l'aura migraineuse. Certaines personnes n'ont pas d'aura migraineuse, certaines vont l'avoir. Ce sont les mêmes symptômes qui vont être exacerbés, et particulièrement au niveau de l'aire visuelle, donc avec des scintillements, des taches qui peuvent apparaître sur le champ visuel. Ensuite, seulement, on rentre dans la phase de la migraine. Là, on a une céphalée et on ressent la douleur. Et c'est là où va s'ajouter du coup la nausée, les vomissements et tout ce que vous connaissez avec la migraine. Et ensuite, on retrouve la phase de post-drome qui ressemble énormément à la phase des prodromes en fait. On va retrouver un peu la même chose avec une fatigue intense. Et donc, quand on dit qu'une migraine dure de 4 à 72 heures, ben là, on comprend qu'en fait, c'est la phase de céphalée, hein, la mal de tête qui dure de 4 à 72 heures. Mais on peut avoir des prodromes et des postdromes qui vont s'étendre sur plusieurs jours. Et ça, c'est une notion qui est très importante. Alors, du coup, quand on diagnostique la migraine, maintenant, il y a une classification, hein, d'accord, qui a été établie hein, par l'IHS. Un migraineux doit faire au moins 5 crises. D'accord, il faut qu'il y ait au moins eu 5 crises pour pouvoir faire un diagnostic de migraine, avec des céphalées qui vont aller de 4 à 72 heures et qui sont très caractéristiques. Et là, c'est vraiment important parce que c'est ce qui va nous permettre de faire le lien avec la céphalée de tension. Les migraines sont unilatérales, une douleur qui va être pulsatile, qui va être d'une intensité modérée à sévère et surtout qui est aggravée par l'activité physique. On a des nausées, des vomissements parfois, de la photophobie, donc une sensibilité à la lumière, ou de la phonophobie, une sensibilité au son. Et surtout, en fait, la migraine est un diagnostic d'exclusion. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas, par de l'imagerie, de l'IRM, etc., on ne sait pas diagnostiquer une migraine. Donc, on doit écarter tous les autres diagnostics possibles pour ensuite avoir ces fameux critères
faut les retrouver. Et là, on peut conclure que c'est une migraine. Et il y a beaucoup d'amalgames qui se font, et c'est pour ça que Sabine m'avait demandé aussi de faire le lien avec la céphalée de tension. Parce que dans la céphalée de tension, dites-vous qu'un patient qui est migraineux, pour plus de la moitié d'entre eux, vont ensuite progressivement aussi avoir des céphalées de tension. Donc, on se retrouve avec des patients qui finalement ont des céphalées assez ambiguës, avec une migraine d'un côté et en même temps l'apparition de céphalées de tension de l'autre. Or, les céphalées de tension, on est quand même sur des céphalées qui n'ont pas du tout les mêmes caractéristiques. Déjà, c'est beaucoup plus fréquent. On estime que 80% de la population fera un jour dans sa vie des céphalées de tension. Donc, au minimum, il faut que la personne ait fait au moins une dizaine de crises dans l'année. On a des crises qui vont de 30 minutes, qui vont être vraiment très courtes, à plus de 7 jours pour certains. Donc, ça va durer toute une semaine. Et là, on parle de la céphalée. Jamais unilatérale, c'est toujours tout autour de la tête. Il n'y a jamais cette sensation de pulsation. Plutôt, les patients vont décrire en fait une compression en étau, un serrement. Ça va serrer de part et d'autre de la tête. On est surtout sur des intensités qui sont légères et qui sont surtout pas aggravées par l'activité physique. Pas de nausées, pas de vomissements. Ça arrive, on a eu des patients qui ont eu un peu de photophobie, de phonophobie, mais c'est assez rare. Et surtout, on a une sensibilité péricrânienne, c'est-à-dire qu'on a une sensibilité tout autour du crâne. Le mécanisme pur de la céphalée de tension, je ne vais pas pouvoir vous l'expliquer aussi bien que la migraine, parce qu'en fait, la céphalée de tension, on l'utilise beaucoup comme un terme assez générique, mais en fait, elle est très peu étudiée. Elle est très peu étudiée. On pense, au départ, on a pensé que c'était vraiment des facteurs purement mécaniques au niveau musculo-squelettique. Puis, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des altérations dans les voies de la douleur chez ces patients-là. Puis, on s'est rendu compte que ça se mélangeait beaucoup à pas mal de choses que vous pouvez retrouver dans la migraine. Et finalement, le mécanisme pur de la céphalée de tension, il n'est pas encore évident. Par contre, le mécanisme de la migraine, et si on veut comprendre comment l'ostéopathie peut agir de façon concrète, il faut qu'on revienne un peu sur la migraine, comment ça marche. Donc, je vais vous l'expliquer. Excusez-moi Rémi, je vais poser une question parce que aggravé par l'activité physique, je pense qu'il faut préciser. Il y a des personnes qui ont l'impression que l'activité physique est un déclencheur et je pense qu'on devrait plus dire le mouvement. Parce que sinon, ça fait penser au sport, l'activité physique. Donc, ça serait peut-être bien de préciser entre déclencheur et puis mouvement. Moi, en tant que migraineuse, ne fût-ce que me lever du lit, c'est pas top, quoi. Oui, là, les critères de la classification de l'International Headache Society sont définis par aggravé par l'activité physique. Et effectivement, si on lit après un peu plus en profondeur, l'activité physique veut dire effectivement autre chose que le sport, descendre des escaliers. Donc après, on va coter justement. Est-ce que vous levez de votre lit est une activité physique, bouger la tête est une activité physique, descendre des escaliers, etc., marcher. Et donc, en fait, on va coter ça. Donc, activité physique, vous avez tout à fait raison, Sabine, il faut le voir de façon beaucoup plus large. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'études maintenant qui ont montré que l'activité sportive en soi régulière était très, très bien pour prévenir l'apparition des migraines. Et comme je vous disais, donc, pour comprendre un petit peu comment… J'ai pas eu toute ma réponse. Je me demandais si quand les personnes estiment que l'activité physique est un déclencheur, ça ne serait pas la même chose que pour les fringales. Ils ne seraient pas déjà en prodrome quand je sais pas, un jogging déclencherait une migraine. Alors, c'est pas tout à fait… laissez-moi avancer. Je m'excuse. Non, mais du coup, peut-être qu'en vous expliquant justement comment fonctionne la migraine, vous allez pouvoir, on va essayer de faire de lien avec tous les facteurs déclenchants justement qui existent. Je prends un cerveau, d'accord, très simple, et on va diviser trois parties. Une partie entre les crises, la partie que vous connaissez bien, donc les prodromes ou les auras, et la douleur à proprement parler. Alors, voilà, ce qu'il faut savoir,
c'est que quand vous avez une migraine, d'accord, vous n'avez pas mal au cerveau. Il ne se passe rien au niveau de votre cerveau, c'est une enveloppe qui recouvre le cerveau qu'on appelle les méninges. Cette enveloppe qui est vascularisée, qui va vraiment tout envelopper, c'est elle en soi qui va être sensible. Et là, on va voir maintenant comment, à partir de facteurs déclenchants extérieurs, on arrive à une sensibilité de cette enveloppe qui est les méninges. Qu'est-ce qu'on a entre les crises, déjà, dans un cerveau du patient migraineux? On a, alors attends, ça avance pas. Ah oui, pardon. Là, ce que vous voyez là, ce sont les nerfs, d'accord, qui viennent innerver à la fois les méninges, mais aussi toute la face. Et on appelle ça le nerf trigéminal. Bref, c'est une paire de nerfs crâniens, d'accord, parce que la sensation de douleur va forcément véhiculer par ces nerfs-là. Et ça, c'est intégré dans le tronc cérébral, en bas, juste en bas du cerveau, dans un endroit qu'on appelle le complexe sensitif du trijumeau. Peu importe pour le terme scientifique, on s'en moque. On sait que dans la migraine, dans le cerveau du patient migraineux, entre les crises, on a déjà une composante génétique. La composante génétique, elle est étudiée essentiellement sur la migraine hémiplégique familiale. On sait on estime en tout cas que 40% correspond à la part de l'hérédité qu'on peut avoir dans la migraine. On sait qu'il y a une altération de l'hypothalamus. Et ça, Sabine, c'est ce qui va permettre de répondre à votre question. Qu'est-ce que l'hypothalamus? L'hypothalamus, c'est cette petite zone ici qu'on a au niveau du cerveau. Et on sait que cet hypothalamus est en état d'hyperexcitabilité. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'il va en fait s'exciter très rapidement, réagir de manière un peu disproportionnée. Et l'hypothalamus est d'intégrer au sein du cerveau tous les facteurs environnementaux et la satiété, la faim, les cycles du sommeil, etc. Il y a énormément d'informations qui sont intégrées au niveau de cet hypothalamus. Vous avez un changement de climat extérieur, vous faites une activité physique, vous avez, je ne sais pas moi, un décalage au sommeil parce que vous faites une nuit blanche, tous ces facteurs-là sont en partie intégrés par l'hypothalamus. Alors, je simplifie certes un petit peu, il y a d'autres zones aussi qui vont être impliquées, mais on sait que chez le patient, il y a cette altération que l'on retrouve même entre les crises. Donc, qu'est-ce qui va se passer concrètement? On a cet hypothalamus qui est toujours un peu en excitation, et puis on a des voies qu'on appelle des voies descendantes de la douleur qui envoient des informations naturellement dans le tronc cérébral, etc. Ça, pour ce coup, c'est normal. Sauf que le cerveau, globalement, le cerveau du patient migraineux est un cerveau qui est en état d'hyperexcitabilité. Et ça, pour le coup, c'est une avancée scientifique qui a été montrée maintenant il y a une petite dizaine d'années, donc qui est avérée. Et que fait constamment, là on est encore entre les crises, mais que fait constamment le cerveau du patient migraineux? Et bien par ces voies-là qui descendent de la douleur, et bien ils viennent constamment solliciter notre petit complexe sensitif du trijumeau là, qui se trouve à la base du crâne. Cette sollicitation permanente fait que le complexe sensitif du trijumeau ici se retrouve en fait on va dire à fleur de peau. Il est tellement sollicité tout le temps et on dit qu'il est sensibilisé. Il devient, entre guillemets, lui aussi, hypersensible. Vient maintenant, on va simuler une crise de migraine. On a un facteur déclenchant. Ce facteur déclenchant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir stimuler l'hypothalamus. Là, pour une raison, en fait, encore inconnue, il y a ce que vous avez vu passer en rouge, c'est une décharge des neurones. Les neurones vont se mettre, en fait, parce que l'hypothalamus est trop excité, les neurones vont se mettre à décharger, on dit à dépolariser. Et en fait, ils vont libérer tout un tas de substances à travers le cerveau. Ces substances-là, pendant qu'elles sont libérées, si ce qu'on appelle cette dépression corticale, cette excitation massive de ces neurones, en fait, elle va se passer, pas partout dans le cerveau comme dans mon schéma, mais à plusieurs endroits. Si elle se passe essentiellement au niveau de l'aire visuelle,
eh ben, on va avoir des symptômes de l'aura à ce moment-là. On n'est toujours pas dans la migraine, mais on va avoir des auras. Si on est au niveau des aires sensitives ou des aires motrices, eh ben, on peut avoir des patients qui vont avoir justement des troubles de la sensibilité, des troubles de la parole, etc. Et des fois, elle va passer inaperçue parce qu'elle ne va pas passer par ces aires-là. Et du coup, ce sont des patients qui n'ont pas d'aura, du tout. Mais le mécanisme, pourtant, est le même. Et cette libération-là massive de substances par ces neurones qui sont hyper excités, eh bien, ils vont entraîner la libération de substances comme le CGRP que vous connaissez tous bien maintenant, mais il y en a plein d'autres, hein, il y en a des centaines, les interleukines, le TNF-alpha et j'en passe. Et ce sont ces substances qui sont pro-inflammatoires, donc qui vont venir là stimuler les méninges. On a vu que notre nerf trigeminal, c'était lui qui acheminait l'information, et on vient derrière intégrer l'information dans notre complexe sensitif du trijumeau. Sauf qu'on a vu tout à l'heure que notre complexe sensitif du trijumeau, il était déjà hyper sensibilisé, un peu à fleur de peau. Donc, quand lui, il va faire remonter l'information dans le cerveau, il va faire remonter l'information, mais en mode puissance 10. Et c'est à ce moment-là seulement où le patient va ressentir la douleur. Voilà. Donc, j'ai essayé de vous simplifier, d'accord, pour comprendre maintenant où est-ce que l'ostéopathe, où est-ce que les traitements, maintenant, vous comprenez, vont agir les anticorps du CGRP, par exemple, mais comment maintenant un ostéopathe peut agir dessus? Parce que quand on traite la migraine, donc on fait de la prévention, d'accord, activité physique, éviter les facteurs déclenchants. On a les traitements de crise, je ne m'attarde pas trop dessus, hein, il y a les triptans que vous connaissez en spécifique, et les traitements de fond qui sont non spécifiques, hein, pour la plupart, il n'y en a pas de spécifique en traitement de fond, à part les anticorps du CGRP pour les patients migraineux chroniques. Mais il y a des traitements naturels, hein, les vitamines B2, B12, le magnésium, le Q10, le tryptophane. Et bien sûr, il y a toutes ces thérapies alternatives. Et donc, on va voir maintenant qu'est-ce que dit l'ostéopathie et comment l'ostéopathie pourrait agir sur ce type de migraine, sachant qu'on voit la complexité du mécanisme de la migraine. L'ostéopathie, c'est quoi? En fait, c'est juste des thérapies manuelles, hein. Et moi, pour avoir pratiqué l'ostéopathie maintenant depuis quand même pas mal d'années, j'ai vu passer beaucoup de choses. Il y en a qui font que de la fasciathérapie, qui fait partie de l'ostéopathie, on va jouer sur les fascias des muscles. Il y en a qui font craquer, il y en a qui font de la médecine, qui sont des techniques très douces. Et puis il y en a qui font des choses un peu plus spirituelles ou énergétiques. Alors pour le coup là, pour moi, on est en dehors du champ de l'ostéopathie, mais je ne dis pas que ça ne fonctionne pas, attention. Le gros problème que l'on a avec l'ostéopathie et la migraine, c'est qu'il y a avant tout une méconnaissance de qu'est-ce que la migraine et comment elle fonctionne. Et je suis allé sur des livres qui parlent du traitement de la migraine par un ostéopathe. Et on va lire, par exemple, ce genre de choses. Le traitement sera basé sur une règle qui s'appelle la loi de l'artère airaine. Alors ça, c'est une loi qu'on retrouve en ostéopathie, en gros, et qui dit que le côté vasculaire prédomine toujours. Et on va lire ceci, on va lire en effet, les migraines sont généralement liées à un défaut de vascularisation crânienne. Or que quand je vous ai raconté tout à l'heure mon petit schéma sur la migraine, il ne me semble pas du tout vous avoir parlé à un moment donné de problèmes vasculaires. Rappelez-vous, je vous ai dit qu'il y avait des substances inflammatrices qui étaient libérées, CGRP par exemple. Le CGRP en fait est un puissant vasodilatateur. Donc, quand on observe maintenant dans un modèle animal ou même chez l'homme, quand on observe le cerveau de quelqu'un qui est en crise de migraine, on voit des vaisseaux qui sont hyper dilatés. Et donc, ça a été la théorie vasculaire de la migraine. C'est-à-dire, ah bah oui, on observe, regardez comme les vaisseaux sont dilatés. Donc, à mon avis, la dilatation de ces vaisseaux est la conséquence de la migraine. Mais ça, c'est une théorie où ça fait plus de 10 ans maintenant, même bien plus, qui a été abolie. On sait que c'est juste un effet secondaire et d'ailleurs, des vasoconstricteurs n'arrivent pas du tout à avoir un effet pour traiter la migraine. Ce problème,
le problème là, c'est que pour aller sur d'autres sites internet, et qui sont beaucoup aux premières pages de Google sur expliquer aux ostéopathes comment on traite la migraine. J'ai lu ça, voilà, j'ai lu à l'intérieur de votre crâne circulent des vaisseaux, des artères et des veines qui irriguent le cerveau ainsi que l'équilibre céphalorachidien. S'il existe des tensions intracrâniennes, cela peut altérer la circulation du sang. Okay. Les pressions à l'intérieur du crâne sont mal réparties. Il peut y avoir un effet de rétention du sang et donc une hypertension localisée pouvant entraîner des maux de tête. Là, on est sur des aberrations scientifiques. C'est totalement faux de raconter des choses comme ça. Et déjà, la première notion, c'est que si vous allez voir votre ostéopathe, il va falloir qu'il connaissent et qui comprennent la migraine, qui comprennent comment elle fonctionne. Et parce que si on veut faire un traitement à visée purement vasculaire, ça existe, hein, je ne remets pas en question ça. Mais par contre, quand on connaît maintenant la physiopathologie de la migraine, on se dit, mais quel est l'intérêt d'avoir une action là-dessus? Donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'il existe au point de vue clinique? Qu'est-ce qui a été démontré? Et à un moment donné, il y a des publications, il y a des choses, moi je suis un scientifique, donc je me base sur des publics. Je suis allé voir ce qu'on appelle, nous, des méta-analyses. Donc, des méta-analyses, en gros, c'est quand on ne dit pas, regardez, mon étude a fonctionné. Non, c'est on va prendre 200-300 études, on va regarder celles qui ont une méthodologie qui tienne la route, et là, on va évaluer en même temps tous les résultats de celles qu'on a sélectionnées. Et dans la migraine, il se passe quelque chose qui est assez intéressant, l'ostéopathie et la migraine, c'est que quand on regarde cette méta-analyse, il y avait à la base plus de 320 articles scientifiques qui étaient à disposition. 320 études sur l'ostéopathie et la migraine. Et ça, c'était en 2017, il y en a encore plus. Le problème, c'est qu'à la fin, ils ont dû en exclure tellement pour des méthodologies qui ne valaient à rien, qu'on se retrouve avec seulement 5 articles qui sont, d'un point de vue scientifique, objectivables et qu'on va pouvoir justement analyser correctement. Donc ça met le doigt sur quelque chose, c'est que la recherche qui a été faite pour démontrer l'efficacité de l'ostéopathie, eh bien, vous avez 95%, enfin là, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le public, on a quand même 95% d'articles qui ne montrent rien et qui sont bons à être éliminés. Il y a cependant certains articles qui ont été sélectionnés. Et là-dedans, on va retrouver des choses qui ont montré que le traitement ostéopathique, par exemple, dans la migraine chronique, arrivait à faire diminuer là, de 8 points le score de l'EDEC Impact Test. Donc, un test qu'on fait spécifiquement pour évaluer la migraine. Donc, on a des papiers qui ont su montrer quand même une efficacité du traitement, de la manipulation en ostéopathie. Là, c'en est un autre où ils ont évalué la qualité de vie, etc., chez des patients atteints de migraine dans une étude randomisée en double aveugle. Alors, se pose toujours la question du randomisé en double aveugle, ok, mais comment fait-on un traitement placebo en ostéopathie? Donc, voilà, il y aura toujours des biais, hein, mais voilà, parmi les études retenues, on va retrouver des choses de ce genre qui ont effectivement montré qu'on pouvait améliorer essentiellement la qualité de vie. On va plus regarder la qualité de vie du patient plutôt que la fréquence ou la durée ou l'intensité de la migraine. Alors, maintenant, voilà, c'est un peu ambigu, mais si ça fonctionne, si l'ostéopathie peut avoir éventuellement un effet, quelle va être l'action que va avoir l'ostéopathe? Parce que, bon, soit on a vu la loi de l'artère suprême, soit il veut travailler au niveau vasculaire. Ok, très bien. Mais on a vu que dans la physiopathologie de la migraine, je vous ai expliqué que ça ne peut pas avoir de vraies répercussions. Donc, l'ostéopathe prône souvent ce qu'on appelle le traitement holistique, c'est-à-dire qu'on va prendre en charge vraiment tout le corps, hein, et ce n'est pas parce que vous avez mal à la tête qu'on ne va pas aller traiter votre cheville. Et en fait, dans ces traitements très globaux que peut faire l'ostéopathe, il va jouer sur quelque chose. Il va jouer sur votre système nerveux autonome. Votre système nerveux autonome, c'est celui qui vous fait balancer entre le parasympathique qui a tendance à apaiser
le corps, et le système sympathique qui a tendance à accélérer le corps. Là, sur mon schéma, il y a un petit serpent, parce que c'est justement le système sympathique qui va s'activer quand vous prenez la fuite, en cas de survie, etc. Et en fait, tout notre corps, il est régi entre ce système parasympathique et ce système sympathique. Et en fait, l'ostéopathe, selon le traitement qu'il va donner au patient, de façon inconsciente parfois, va jouer sur ce système sympathique et parasympathique. Si la visée du traitement ostéopathique, effectivement, est pour stimuler le système parasympathique, donc apaiser le corps, on a vu tout à l'heure qu'il y avait au niveau du cerveau du patient migraineux une hyperexcitabilité. Donc, on imagine que d'augmenter le parasympathique va faire en sorte qu'on va favoriser l'apaisement. C'est ce qui est montré, par exemple, quand vous faites de la méditation. Et la méditation ou la relaxation fonctionne très bien dans le traitement préventif des migraines. Le seul but recherché, c'est d'augmenter notre parasympathique pour diminuer cette excitation. Sur ce constat-là, l'année dernière, j'ai encadré au Centre international d'ostéopathie 2 étudiantes qui ont travaillé sur la migraine et l'efficacité de l'ostéopathie. Et là, on a dit, voilà, on va déjà utiliser le protocole de l'International Headache Society pour qu'on ne fasse pas partie des études cliniques qui soient exclues dès le départ par une méthodologie qui soit biaisée. Et ensuite, moi, ce que je leur ai dit, c'est qu'on ne va pas maintenant faire n'importe quel traitement, on va faire toujours le même, et on va faire un traitement qui aura pour but de diminuer l'activité du système nerveux sympathique, donc d'augmenter le parasympathique, c'est-à-dire d'apaiser globalement le patient. On n'avait que 11 patients, donc c'est une étude qui continue, ce sont des résultats préliminaires, 3 mois, 13 séances. Et ça a été le minimum pour voir les premiers résultats. Donc, si 3 mois, 13 séances, c'est énorme. C'est énorme. L'idée d'arriver à un effet comme ça, la force de cette excitabilité qu'on a dans le cerveau migraineux, espérer qu'une ou 2 séances par an fassent quelque chose sur la migraine, c'est, je ne dis pas, il y a sûrement des ostéopathes extraordinaires, il y a sûrement des choses énergétiques qui peuvent s'ajouter, mais d'un point de vue scientifique et théorique, jamais ça n'a été démontré. Voilà, ça, ce sont des résultats qu'on a eus, c'est des résultats préliminaires, mais on est quand même, parce qu'il va falloir mettre d'autres patients, on voit que le nombre de jours de migraine diminue, que le score d'intensité de la migraine diminue, que le MIG-7 et le HIT-6, qui sont des questionnaires spécifiques à la migraine, ont tendance aussi à diminuer. On est tout juste significatif, on voit qu'il y a une petite étoile. Mais voilà, c'est pour dire que ce protocole-là, potentiellement, peut fonctionner. Et en fait, l'idée, si vous voulez que votre ostéopathe ait une action bénéfique, il faut qu'il ait cette petite connaissance de comment marche la migraine et qu'il sache qu'au final, c'est sur le système nerveux autonome qu'il va falloir jouer. Et pas besoin de mettre les mains sur le crâne, pas besoin d'aller parler sur l'artère ou la vascularisation, mais pas du tout. Il va falloir prendre le patient dans sa globalité pour augmenter le parasympathique. Et à ce moment-là, vous pouvez espérer avoir des effets qui viendront avec le temps, parce qu'il va falloir faire plusieurs traitements pendant longtemps. Mais ce qu'on sait, c'est exactement comme pour la médecine chinoise, la méditation, le yoga. Ce qu'on sait, c'est que les résultats mettent du temps à arriver. Mais par contre, une fois qu'ils s'installent, alors là, vous allez pouvoir espacer de plus en plus et ils vont être beaucoup plus durables. Donc, il y a toujours une première année en soi qui est dans n'importe quelle activité, même le biofeedback ou des choses comme ça, qui prennent du temps. Voilà, je ne sais pas trop où j'en suis au niveau timing, mais je termine mon diaporama là. J'espère que j'ai été assez simple pour vous expliquer tout ça en si peu de temps. Et puis, si vous avez des questions, ça va être plaisir. Bonjour, donc oui, vas-y, Sabine. Je pense que beaucoup de gens s'intéressaient aussi aux céphalées de tension. Est-ce que vous pouvez nous dire 2-3 mots sur les céphalées de tension? Enfin, céphalées de tension et ostéopathie, c'est vrai que c'est un peu hors sujet, mais je crois que ça intéresse. Non, ce n'était pas hors sujet, c'était effectivement dans le titre.
Le problème des céphalées de tension, c'est qu'il y a deux théories. Soit il y a une théorie qui est purement musculo-squelettique, et dans ce cas, alors, cette théorie-là, elle vient aussi du mot tension. J'ai des tensions, je suis tendu, vous avez les trapèzes qui sont tendus, les muscles du cou qui sont tendus. Or, dans la céphalée de tension, ça ne fait pas du tout partie des critères de diagnostic, hein, d'avoir des muscles durs et tendus. Et c'est là où il y a une grosse ambiguïté et on ne sait pas réellement comment fonctionne. Par contre, ce qu'on va pouvoir dire là, c'est que soit effectivement la céphalée de tension fonctionne de manière vraiment musculo-squelettique pour une raison dont je ne connais pas, mais imaginons que ce soit que musculo-squelettique. Dans ce cas-là, effectivement, l'ostéopathie, en diminuant toutes ces tensions mécaniques, va pouvoir améliorer la céphalée de tension. Soit on a, un peu comme la migraine, un dérèglement au niveau du système nerveux autonome. Ça, il y a des études qui ont commencé à le démontrer dans la céphalée de tension. Et dans ce cas, le traitement ostéopathique va devoir avoir une visée sur le système nerveux autonome, tout comme dans la migraine. On peut couper les caméras, le partage d'écran? Alors, attendez, laissez-moi trouver comment on fait. Ce serait plus agréable, je pense, pour poser les questions. Ah oui, pardon. Voilà. Je suis revenu? Oui, voilà, tout le monde est revenu. Et puis, Émilie, je te laisse la parole. Alors, dans le chat, on a vu qu'il y avait quelques questions. À un moment donné, on s'est posé la question, vous parliez que l'ostéopathie était là pour améliorer la qualité de la vie. Et donc, vous avez fait le lien avec finalement le fait d'aller vers le système parasympathique, de se calmer, etc. Est-ce que l'ostéopathie est plus efficace? Enfin, est-ce qu'il a été montré des études sur l'efficacité par rapport aux autres éléments que vous avez cités, comme le yoga ou la méditation, etc. Il n'y a pas de… Alors, dans tout ce qui est comparatif comme ça, il y a peu d'études. On a des études en fait sur la médecine, l'acupuncture. On a un petit peu d'études sur l'ostéopathie. Et après, on en a beaucoup sur l'auto-hypnose. Alors, le fait qu'on ait beaucoup d'études, ça permet effectivement de faire ressortir plus facilement certaines choses. Globalement, l'auto-hypnose, l'acupuncture, il y a beaucoup plus de papiers. Ça a été beaucoup plus prouvé en termes d'efficacité que l'ostéopathie. Après, il y a beaucoup de biais, hein, parce que dans l'ostéopathie, en fait, est très praticien dépendant. Selon la sensibilité que le praticien va avoir, selon les techniques qu'il va utiliser. Les techniques en tant qu'ostéopathe, les techniques qui vont permettre d'aller augmenter l'orthosympathique ou diminuer le parasympathique, il y a beaucoup de techniques, elles sont basées sur la volonté du praticien. Donc, voilà, ça en dit long. C'est sur la volonté, l'intention que le praticien va faire. Bon, l'autre… donc, certaines personnes mettaient en évidence le coût de cette démarche. Et effectivement, si, comme vous le dites, l'ostéopathie a pour objectif de travailler sur la détente, le parasympathique, peut-être qu'il y a d'autres formules moins chères pour un migraineux pour arriver à cet objectif-là, finalement, et être moins dépendant, en fait, finalement, d'un praticien. Ouais, moi, au départ, on avait créé… la clinique de la migraine. Donc, c'était un ensemble justement de thérapies qui étaient proposées pour justement permettre aux patients d'avoir accès à de l'ostéopathie, à de la médecine ayurvédique, à de l'acupuncture, à des séances d'auto-hypnose, d'hypnose, de sophrologie, de méditation. Enfin, on lui donnait tout un panel d'outils. On a fait ça à Clermont. Et finalement, très rapidement, j'ai enlevé l'ostéopathie de ce protocole. Pour vous dire à quel point, parce qu'effectivement, ça coûte cher, c'est pas remboursé, c'est encore très élitiste. Et on a beaucoup plus de résultats. Enfin, c'est personnel, hein, s'il y a des ostéopathes qui écoutent, ils vont peut-être pas aimer, mais on a quand même beaucoup. Je pense qu'on peut avoir beaucoup plus de résultats
avec, avec du yoga, avec de la méditation, de la relaxation. Par contre, on part du postulat qu'on est sur un corps qui est libre de tension. C'est-à-dire qu'aller voir l'ostéopathe 2 fois par an pour enlever les tensions globales au niveau du corps, dans tous les cas, ça sera bénéfique. Si en plus on rajoute des tensions musculo-squelettiques par-dessus ça, ça fera un peu. Donc, dans l'idée de prévenir en fait l'exagération des migraines, oui, aller voir l'ostéopathe, mais 1 fois par an, normalement ça suffit. Plus vous faites de sport, moins vous avez besoin normalement d'aller le voir. Mais pour agir sur la migraine, non, là pour le coup, il y a des choses bien plus efficaces que ça. Ok, bon, il y a des questions autour de vers où se diriger, etc. Je ne suis pas sûre que là, vous ayez le catalogue de l'ensemble des Si tu permets, Émilie, oui. Parce que j'ai vu passer 2-3 questions et une personne voulait insister sur ce qu'on voulait dire sur qualité de vie. Et est-ce que c'est ça qu'on vise le plus avec l'ostéopathie? Bon, vous avez plus ou moins répondu à la question, mais peut-être que quelque chose de plus… C'est souvent ce qu'on évalue en fait. En ostéopathie, quand on fait de la recherche en ostéopathie, c'est des critères qu'on monte l'étude, on choisit. Moi, par exemple, quand j'ai encadré les étudiants, j'ai choisi de faire passer la qualité de vie vraiment en dernier et d'évaluer la fréquence, l'intensité, la durée des migraines. Et en second, la prise de médicaments. Et après, en troisième, la qualité de vie. Il y a beaucoup d'études en fait, qui ont été réalisées dans l'autre sens, parce que c'est plus facile de montrer qu'on augmente la qualité de vie. Donc, on a plus vite des résultats aussi. Alors, ça peut être discutable un peu ce que je dis, mais on est quand même sur des… Il faut imaginer que quand vous mettez des patients dans un protocole d'ostéopathie, même s'ils sont dans le groupe placebo, c'est des patients, ils savent qu'ils sont là, qui vont être traités, même si le praticien fait semblant de faire quelque chose, ils sont pris en charge. Ils sont pris en charge, ils sont dans un protocole, vous jouez énormément sur votre effet placebo, vous avez un biais qui est considérable, et est-ce que le patient, rien que le fait d'avoir pris en charge, améliore sa qualité de vie? On sait, dans toutes les pathologies chroniques, on sait que la réponse est oui. Donc, vous avez plus facilement des résultats. Donc, il y a des biais, il y a carrément des biais, et on ne dit pas que l'ostéopathie agit sur la migraine, on dit qu'elle améliore la qualité de vie en lien avec une douleur. Sachant que la qualité de vie, c'est quelque chose d'assez subjectif et dépendant des individus, alors qu'un triptan, 2 triptans, 3 triptans, c'est assez quantitatif, plus facilement mesurable. Alors, j'entends vraiment ce que vous me dites, mais pas tant que ça, finalement. Parce que il y a des questionnaires en fait, très précis qui ont été établis, sont le SF36, par exemple, qu'on entend beaucoup parler, des questionnaires qui sont validés dans plusieurs langues, etc. Et même si effectivement c'est très personnel, comment on va ressentir ça, mon appréciation personnelle sera la même, ma manière de faire, de m'évaluer sera la même en fait aujourd'hui et dans 3 mois par exemple. Donc c'est effectivement on n'est plus sur du qualitatif, mais les données quand vous avez des datas qui d'un point de vue statistique où ça ressort sur la qualité de vie, elles sont fiables, elles restent fiables quand même ces données. Ok. Je ne sais pas si Sabine… Je vois une question là. Une personne demande si tous les ostéopathes sont formés aux manipulations qui permettent d'augmenter le système parasympathique et réduire le sympathique. Oui. Typiquement, c'est dans toutes les écoles d'ostéopathie, même les moins réputées, entre guillemets, ce sont des choses qui sont enseignées. La véritable question, c'est de se dire, est-ce que mon ostéopathe sait que quand il fait cette manipulation, il engendre ceci sur mon système sympathique? Parce qu'en fait, à l'école, on nous apprend énormément de techniques. Il y a des fois qui sont dédiées au système nerveux autonome, mais en fait, toutes les techniques que l'ostéopathe va utiliser vont avoir une répercussion sur le sympathique ou le parasympathique. Et donc, en fait, la question, c'est quand je fais une technique, quel impact j'ai sur mon système sympathique, parasympathique? J'ai vu qu'elle a une dysfonction, par exemple, j'ai une cervicale qui est bloquée. Je vais la débloquer. Okay. Maintenant, si je vous fais craquer, je vais engendrer
un peu une réponse de stress. Hein, c'est un peu traumatisant. D'ailleurs, le patient se contracte. On est, rappelez-vous, le serpent dans la phase d'urgence, la partie sympathique. On va augmenter le sympathique, donc on lui va libérer sa cervicale. Mais par contre, Oui, on va augmenter son sympathique. oui. Allô, oui, Oui. peut-être. Non, c'est Bonsoir. quelqu'un qui a son… Il y a une personne qui demande si… donc, elle a été suivie par un kinésithérapeute pour soulager ses migraines et céphalées et il pratiquait le dry needling ou technique manuelle. Needle, enfin, je crois. Needle, pardon, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a un rapport avec l'ostéopathie ou ce sont des techniques différentes? Alors, je ne connais pas la technique de dry needle exactement. Après, ce que je sais, c'est que quand vous voyez un kiné, vous faites de la rééducation. Vous le voyez régulièrement. Et en fait, l'effet bénéfique de ça, c'est-à-dire de régulièrement enlever les tensions, de régulièrement avoir un moment où on va apaiser son corps, est beaucoup plus parlant que de faire un one-shot un jour sur l'ostéopathe. Mais je ne connais pas la technique exactement, donc je ne peux pas. La personne évoque les points Traeger. Est-ce que ça a un rôle dans l'ostéopathie? Alors, les points trigger, oui, sont très bien, sont utilisés en ostéopathie. Mais en fait, il y a un gros truc sur les points trigger. À la base, hein, si on regarde bien les points trigger, c'est quoi en fait les points trigger? C'est des points où on sait que sur ces zones-là, on a soit des fascias qui convergent, donc ça en fait des points où d'un point de vue mécanique, on risque de retrouver des fortes densités. C'est aussi des points plus importants au niveau de la vascularisation, plus importants au niveau de l'innervation. Et donc travailler, il y a des techniques qui sont de dire on va travailler sur les points trigger. En fait, les points trigger, si on regarde, ça a été un petit peu volé, hein, les points trigger de la médecine chinoise. Quand vous regardez dans les points d'acupuncture, en fait, on retrouve, dans 100% des cas, on retrouve les points trigger. Donc, en fait, ce sont les mêmes points. En Ayurveda, dans la médecine traditionnelle indienne, ils appellent ça les points marma, qui sont également à l'identique que ces points trigger et que ces points d'acupuncture. Travailler de façon spécifique sur un point trigger, pourquoi pas. Moi, je trouve ça dommage en tant qu'ostéopathe de dire je vais me focaliser sur le point trigger. C'est bien de travailler, c'est bien si on sent des tensions sur un point trigger d'y aller, mais pourquoi s'affranchir de libérer le reste? Donc, si votre ostéopathe, effectivement, il a cette vision assez large en disant je connais les techniques pour travailler sur les points triggers et par contre, il y a autre chose, je le fais aussi. Mais j'ai des amis, moi, qui ne travaillent que sur les points trigger. Et je trouve ça, pour ma part, c'est très personnel, je trouve ça un petit peu dommage. Ok, alors il y a une dernière question qu'on va prendre. Les TENS, TENS, font-ils le même effet, le TENS, pardon? Alors, je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai pas compris. Sabine, peut-être que toi, tu sais? Oui, ce sont des petits appareils qui fonctionnent avec des électrodes qui envoient des petites impulsions électromagnétiques, enfin, je crois. Ouais. Alors, est-ce que ça fait le même effet? C'est une bonne question. En fait, je vais vous répondre, mais sans bagage scientifique derrière, parce que je n'ai pas vraiment étudié ça. Dans le principe, hein, si ces électrodes-là jouent le rôle en fait, du kiné par son massage, arrivent à détendre les muscles, etc., et entraînent un apaisement global au niveau du corps, vous jouez sur votre système nerveux autonome, vous apaisez tout ça, donc c'est très bien. Si à l'inverse, c'est douloureux, par exemple, etc., vous faites forcément augmenter le sympathique. Donc là, se pose la question de, OK, quel est le pour et le contre? Ça va me libérer des tensions, mais en même temps, ça augmente mon sympathique. C'est pas, mais je ne peux pas m'étendre plus. Mais retenez qu'en fait, si ça vous fait du bien, que ça vous apaise, que ça vous détend, vous allez dans le bon sens au niveau du système nerveux autonome. Donc, ça peut être de la natation, ça peut être de la relaxation, ça peut être des électrodes. Pourquoi pas? Ok. Je pense qu'on va s'arrêter là. En tout cas, merci à tous les participants et merci beaucoup au docteur Srivatsava, si je prononce bien. Je
pense Même qu'on moi, a je beaucoup savais. appris aujourd'hui. Oui, c'était Belle passionnant. journée à tous.